J'avais l'impression d'être une statue de sel, immobile, prise au piège sous les regards acérés du conseil. Les paroles de Julien, d'une fermeté glaciale, résonnaient dans la salle aux boiseries sombres, celle-là même où quelques mois plus tôt, je tremblais en évitant ses yeux d'acier. Aujourd'hui, le froid n'était pas celui de la peur, mais d'une détermination implacable. Comment étais-je arrivé là, moi, Marie, l'ancienne serveuse du bistrot de Pierre, devant ces hommes qui contrôlaient l'ombre de Marseille? C'était absurde. Il y a un an à peine, ma vie se résumait à l'odeur du café rassis et la peur constante du loyer impayé. Je me souviens de la pluie ce soir-là, une vraie pluie marseillaise qui rendait les pavés de la rue de Rivoli glissants comme une surface d'huile. Mes baskets de serveuse, déjà trop usées, collaient un peu à mes pieds, je les sentais humides. J'avais mon spray au poivre serré dans ma main moite, le cœur battant à tout rompre. Je pensais que je courais pour sauver une vieille dame d'une agression banale, vous savez, le genre de truc qui arrive dans les quartiers nord. J'avais tout faux. Vraiment, tout faux. Je n'avais beau sauver une retraitée quelconque. J'avais secouru la matriarche du plus puissant syndicat du crime de toute la Côte d'Azur. Et l'homme qui m'attendait dans l'ombre n'était pas juste un fils reconnaissant. C'était un chef de gang, le genre qui ne croit pas aux coïncidences. Un simple acte de gentillesse m'avait mis une cible dans le dos et, sans le savoir, une bague en diamant au doigt. Le néon du bistrot de Pierre clignotait avec un grésillement qui me vrillait le crâne. 10 heures de service, et le bruit s'était incrusté. J'essuyais le comptoir, cette odeur de vieux café et de friture collée à mes cheveux comme une seconde peau. « Marie, tu fermes », grogna Pierre, comptant sa caisse sans me regarder. « N'oublie pas la porte arrière cette fois. »« Je n'oublie jamais la porte arrière, Pierre, » soupirai-je en détachant mon tablier. Je fourrai mes pourboires, 23,40 € dans la poche de ma veste en jean élimé. Ce n'était pas assez. Jamais assez. Le loyer de mon studio dans les quartiers nord était dû dans 3 jours. Et mon compte bancaire affichait des chiffres ridicules. Je suis sorti dans le vent piquant d'octobre. La ville me semblait hostile ce soir-là. Les lampadaires de la corniche Kennedy étaient éteints, laissant de longues étendues d'obscurité engloutir le trottoir. Je baissai la tête, serrant mon sac à main contre mes côtes. J'ai pris le raccourci par l'allée derrière l'ancienne filature textile, une décision que j'évitais habituellement. Mais l'épuisement me rendait imprudente. J'étais à mi-chemin, marchant dans les flaques qui reflétaient le ciel gris, quand je l'ai entendu. Une plainte étouffée, suivie d'un raclement de cuir sur le béton. J'ai figé. Une dizaine de mètres devant, dans la faible lueur orange d'un lointain projecteur de sécurité, 3 silhouettes encerclaient une quatrième. Les 3 étaient jeunes, agités, leurs capuches baissées. La quatrième était petite, recroquevillée, agrippant un sac de designer avec une poigne défiant son âge. « Lâche le sac, mémé », siffla l'un des voyous. Il avait un couteau. La lame accrochait la faible lumière, une mince lueur argentée. « Allez vous faire voir, rétorqua la vieille femme. Sa voix n'était pas tremblante. Elle était furieuse. « Ce sac coûte plus cher que votre vie. » Le punk au couteau s'est jeté sur elle. Je n'ai pas réfléchi. Si j'avais réfléchi, j'aurais dû me souvenir que j'avais 24 ans, que j'étais seul et que je pesais à peine 50 kilos. J'aurais dû me souvenir que dans cette ville, les héros finissaient souvent dans la rubrique nécrologique. Mais je n'ai pas réfléchi. J'ai sprinté. « Hé !» ai-je crié, ma voix se brisant, mais assez forte pour résonner sur les murs de briques. J'ai fouillé dans ma poche, mes doigts s'agrippant au petit aérosol de spray au poivre que mon père, Louis, m'avait donné avant de partir. Les 3 hommes se sont retournés. Cette distraction, c'est tout ce dont la vieille femme avait besoin. Avec une agilité surprenante, elle a balancé son lourd sac à main comme une masse, cognant le porteur du couteau en plein sur la mâchoire. Il a trébuché en jurant. J'ai glissé et me suis arrêté entre la femme et les agresseurs. « Reculez !» ai-je hurlé, tenant la bonbonne comme une arme de destruction massive.
J'ai déjà appelé les flics. Ils sont à 2 rues. C'était un mensonge. Mais je l'ai vendu avec le désespoir de quelqu'un qui n'avait rien à perdre. Le chef, serrant sa mâchoire, m'a regardé, puis a jeté un coup d'œil à la rue lointaine où une sirène hurlait. Pure coïncidence, mais une chance. Ça n'en vaut pas la peine, a-t-il grommelé, crachant du sang. On y va. Ils ont escaladé l'escalier de secours et ont disparu dans la nuit. Mes genoux ont flanché. Je me suis effondré contre le mur de briques humides, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau piégé. J'ai regardé la femme que je venais de sauver. Elle était minuscule, vêtue d'un manteau de laine qui semblait incroyablement doux, avec des cheveux argentés coiffés en un carré parfait que l'humidité n'avait pas osé gâcher. Mais il y avait du sang sur sa joue, une petite coupure de la bagarre. « Vous allez bien ?» ai-je demandé, essoufflé. « Ils vous ont fait mal ?» La vieille femme a rajusté son manteau, dépoussiérant une peluche invisible. Elle m'a regardé avec des yeux couleur acier froid, des yeux d'une acuité terrifiante. « Des amateurs !» a-t-elle raillé, puis son expression s'est adoucie d'une fraction. « Vous courez vite pour une fille en chaussures bon marché. » J'ai cligné des yeux. « Pardon? J'ai dit que vous aviez du tempérament. » La femme s'est rapprochée, ignorant la saleté de l'allée. Elle a tendu une main gantée et m'a relevé le menton. La plupart des gens auraient continué leur chemin. Pourquoi pas vous? Je ne pouvais pas juste regarder, ai-je marmonné, me retirant doucement. Nous devons vous emmener à l'hôpital. Cette coupure sur votre visage. C'est une égratignure. J'ai eu pire avec mon chat. La femme a ouvert son sac, celui qu'elle avait défendu si violemment, et en a sorti un mouchoir brodé d'un L. Elle a tamponné sa joue. « Je suis Sophie. Et vous? »« Mary Miller. »« Eh bien, Mary Miller, vous avez l'air d'avoir eu un long service. Raccompagnez-moi jusqu'à la route principale et ma voiture vous ramènera chez vous. »« Je peux prendre le bus, ai-je dit rapidement. »« Vraiment, ça va. » Sophie a ri, un son sec et rauque. « Ma chère, j'insiste. De plus, je vous dois une dette de vie. Dans ma famille, nous prenons cela très au sérieux. » Je ne le savais pas alors, mais la famille dont Sophie parlait n'était pas un club de tricot. Une voiture noire, élégante et silencieuse comme un requin, s'est arrêtée au bord du trottoir au moment où nous sortions de l'allée. La vitre arrière s'est baissée, mais avant que je ne puisse voir à l'intérieur, le chauffeur, une montagne d'hommes avec une cicatrice traversant son sourcil, a sauté pour ouvrir la porte. « Madame !» a paniqué le chauffeur, un certain Rocco. « Nous avons perdu votre signal pendant 2 minutes. Julien va me dépecer vivant. »« Calmez-vous, Rocco !» a claqué Sophie. Je gérais des affaires et cette jeune femme m'a aidé. Sophie s'est tournée vers moi, me glissant une carte dans la main. Elle était lourde, noir mat, avec un seul numéro de téléphone estampillé en or. Pas de nom. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, » a dit Sophie, ses yeux me transperçant. « Et je dis bien n'importe quoi. Vous appelez ce numéro, vous leur dites que Sophie vous envoie. »« Je vous remercie, » ai-je balbutié. Sophie est montée dans la voiture. Alors que la porte se fermait, j'ai aperçu l'intérieur. Cuir crème, verres en cristal et l'éclat d'une arme dissimulée sous le bras de Rocco. Tandis qu'il fermait la porte, la voiture a filé, disparaissant dans la brume marseillaise. J'ai regardé la carte, je l'ai glissée dans ma poche, frissonnant. J'avais l'impression que je devrais la jeter. Au lieu de cela, j'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, inconsciente qu'un drone au-dessus de ma tête venait de prendre ma photo et de la télécharger sur un serveur privé crypté avec une sécurité de niveau militaire. 3 jours plus tard, j'avais oublié la carte. J'avais de plus gros problèmes. « Expulsion », a dit le propriétaire, M. Martin, en scotchant l'avis sur ma porte. Il ne m'a même pas regardé dans ses yeux. « Vous avez 2 mois de retard, Marie. Je vous ai donné du temps. Les nouveaux propriétaires veulent que le bâtiment soit vidé pour des rénovations. »« Monsieur Martin, s'il vous plaît, » ai-je supplié, serrant ma robe de chambre. « Je prends un double service vendredi. Je peux avoir la moitié de l'argent d'ici là. »
Ce n'est plus entre mes mains. Vous avez 24 heures pour partir. Il est parti, me laissant fixer le papier orange vif. 24 heures. Je n'avais nulle part où aller. Pas de famille. Mon père était parti. Ma mère m'avait quitté quand j'avais 5 ans. Pas d'économie, juste une valise de vieux vêtements et un emploi de serveuse qui couvrait à peine la nourriture. Je suis rentré et me suis assis sur mon matelas cabossé, le visage enfoui dans mes mains. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma tête me fasse mal. Puis j'ai cherché un mouchoir dans ma veste en jean et mes doigts ont heurté quelque chose de dur et de pointu. La carte noire. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, c'était fou, c'était dangereux, cette voiture, ce chauffeur. Ils étaient clairement des criminels. Je n'étais pas stupide, mais en regardant mon appartement, la tache d'eau au plafond, le réfrigérateur vide, j'ai réalisé que le désespoir fait de drôles d'alliances. J'ai composé le numéro. Il a sonné une fois. Ouais, une voix masculine, profonde, laconique. Pas de bonjour. Sophie m'a donné ce numéro. Ai-je balbutié. Je m'appelle Marie. Silence. Pendant 3 longues secondes, il n'y a eu que le son de la ligne qui crépitait. « Attendez là », a dit la voix. « Attendre où? Vous ne savez pas où je... » La ligne est tombée. 20 minutes plus tard, un coup à ma porte a fait vibrer le bois mince. J'ai ouvert et j'ai trouvé 2 hommes en costume. Pas les costumes en polyester bon marché que M. Martin portait. C'était de la soie italienne. « Mademoiselle Miller », a demandé l'un d'eux. « Veuillez nous suivre. Madame Sophie demande votre compagnie pour le thé. » Je ne peux pas partir comme ça. Je dois faire mes valises. Je suis expulsé. Nous nous occuperons des valises et du propriétaire. Avant que je ne puisse protester, j'ai été fermement escorté en bas et dans le coffre d'un SUV. Ils ont roulé pendant 40 minutes, quittant la saleté de la ville pour les routes sinueuses des Calanques. Ils se sont arrêtés devant des grilles qui ressemblaient à celles d'une forteresse. Le domaine était immense. Des lions de pierre gardaient l'entrée. La pelouse était impeccable. J'ai été conduite dans un couloir orné de tableaux de la Renaissance et dans une bibliothèque qui sentait le vieux papier et le whisky cher. Assise dans un fauteuil en cuir à dossier haut, se trouvait Sophie, l'air encore plus royal que dans l'allée. Mais près de la cheminée, sirotant un verre de liquide ambré, se tenait un homme qui aspirait tout l'oxygène de la pièce. Il était grand, plus d'1,80 m, avec des épaules larges qui tendaient à sa chemise de ville anthracite. Il avait des cheveux foncés coiffés en arrière, une mâchoire qui aurait pu couper du verre et des yeux de la même couleur acier que ceux de Sophie. Mais là où les siennes étaient verts, les siennes étaient froides. Mortellement froid. C'était Julien, le roi de Marseille. « Alors, » a dit Julien, sa voix un grondement sourd qui vibrait dans ma poitrine. Il n'a pas souri, il a fait tournoyer son verre. C'est la petite chatte errante qui a sauvé mère. « Ne sois pas grossier, Julien, » a réprimandé Sophie, sirotant son thé. « Marie, viens t'asseoir, prendre un scone. » Je suis resté près de la porte, mon instinct de fuite et de combat hurlant à la fuite. Je ne voulais pas m'immiscer. J'ai appelé parce que j'étais désespéré. Julien a posé son verre sur la cheminée avec un lourd cliquetis. Il s'est dirigé vers moi. Il se déplaçait avec la grâce prédatrice d'une panthère. Il s'est arrêté à quelques centimètres de moi, envahissant mon espace personnel, sentant le bois de santal et la poudre à canon. Désespéré, a-t-il répété, savourant le mot. Ma mère dit que vous avez repoussé 3 hommes. Des Baravas, mais je me suis renseigné sur vous, Mary Miller. Serveuse, abandon scolaire. Père décédé d'une overdose liée à des dettes de jeu. Mère inconnue. J'ai tressailli, la mention de mon père m'a piqué. Je n'ai pas abandonné, j'ai dû travailler pour payer ses frais d'hôpital. Et pourtant, a continué Julien, ignorant ma défense, vous vous présentez dans cette allée au moment exact où ma mère décide d'échapper à sa sécurité. Le moment exact où les frères Dubois envoient une équipe de tueurs. Mes yeux se sont écarquillés.
Équipe de tueurs, c'étaient des agresseurs, c'étaient des assassins, Piccolola, a sifflé Julien, se penchant pour que son visage soit au niveau du mien. Et vous êtes intervenu, ce qui me fait me demander si c'était du courage ou si c'était un piège. Est-ce que Dubois vous a payé pour gagner la confiance de ma mère afin que vous puissiez leur ouvrir la porte plus tard? Julien! Sophie a claqué sa tasse de thé. Assez! Ce n'est pas assez, rugit Julien, se tournant vers sa mère. Nous sommes en guerre, mère, et vous faites entrer une étrangère dans le sanctuaire intérieur parce qu'elle a une histoire triste. Il s'est retourné vers moi, les yeux flamboyants. Vous voulez de l'aide? Bien. Je paierai votre loyer. J'achèterai votre immeuble. Mais ensuite, vous disparaissez. Vous quittez Marseille. Si je vous revois près de ma mère, je vous enterrerai. Ma peur s'est évaporée, remplacée par une colère subite et chaude. J'en avais marre d'être bousculé par des propriétaires, par des patrons, et maintenant par ce con arrogant en costume chic. Gardez votre argent, ai-je dit, ma voix tremblante de rage. J'ai fouillé dans ma poche, sorti la carte noire, et la lui ai jetée à la poitrine. Elle a rebondi sur sa chemise de soie et a atterri sur le tapis personne. Je l'ai sauvée parce que c'était la bonne chose à faire, ai-je dit, reculant vers la porte. Quelque chose que vous ne comprendriez évidemment pas. Je préfère dormir dans la rue que de prendre un sou d'un narcissique paranoïaque. Je me suis retourné et j'ai attrapé la poignée de la porte. « Attends !» a ordonné Sophie. Je me suis arrêté. « Elle a du feu, Julien », a dit Sophie, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Je l'aime bien et ce n'est pas une espionne. Une espionne aurait pris l'argent. » Julien a regardé la porte où je me tenais. Il a regardé la carte noire sur le sol. Pour la première fois, la froideur dans ses yeux s'est fissurée, révélant de la confusion. « Elle reste », a dit Sophie fermement. « Elle a besoin d'un emploi. Tu as besoin d'une nouvelle assistante personnelle, puisque tu as viré la dernière pour avoir respiré trop fort. »« Mère, absolument pas », a grogné Julien. « Elle reste », a répété Sophie, sa voix descendant d'une octave. « Ou je raconterai au conseil ce qui s'est réellement passé en Corse. » La mâchoire de Julien s'est serrée. Il m'a regardé, et me disséquant. « Bien, a-t-il craché. Elle travaille pour moi, mais elle reste dans les quartiers des invités. Et si elle dépasse les bornes d'un orteil, il a mimimé un pistolet sur sa tête. Il est passé devant moi, frôlant mon épaule. « Soyez à mon bureau à 6 heures du matin. Ne soyez pas en retard. » Il est sorti en trombe. Je suis resté là, le cœur battant. J'avais un toit au-dessus de ma tête. J'avais un emploi. J'avais aussi un patron qui voulait me tuer. Flashback, le point de vue de Sophie. J'avais vu la scène depuis mon fauteuil en cuir, bien sûr. Marie, c'est de petites choses tremblantes, lançant cette carte noire à mon Julien. C'était parfait. La pure indignation dans ses yeux, la façon dont elle tenait tête à Adrien, mon fils. Il avait besoin de ça. Un électrochoc. Il s'était trop enfoncé dans les ténèbres, persuadé que le monde entier n'était qu'un piège. Et dans son monde, il n'avait pas tort en soi. Mais la vie n'est pas qu'une affaire de chiffres et de menaces. Ce n'était pas mon plan de lui envoyer une simple serveuse. C'était une intuition, une impulsion. J'avais senti son courage, sa droiture, même dans la misère. Mon fils, mon Adrien, comme je l'appelais parfois, il avait des qualités, oui. Une intelligence froide, une vision, mais il lui manquait quelque chose. Une humanité brute, une spontanéité que la rue seule pouvait enseigner. Quand Marie a refusé cet argent, j'ai su que c'était la bonne. Elle n'était pas de ces créatures cupides qui gravitent autour de nous, attendant d'une miette. Non, elle était un feu. Et le feu peut consumer, mais il peut aussi réchauffer, purifier. Je savais qu'elle allait le secouer, et ça, je ne l'aurais pas échangé pour toute l'or de Marseille. Sa surprise, sa confusion, c'était un début. Il fallait juste planter la graine, et elle allait germer,
J'en étais certaine. La première semaine fut un enfer. Pas l'enfer métaphorique, mais un véritable enfer administratif. J'ai vite appris que Julien Vin ne dirigeait pas seulement le monde souterrain de Marseille. Il dirigeait un empire maritime légitime, Vin Logistique, qui servait de machine à laver parfaite pour son argent sale. Mon bureau était situé directement devant le sien, une cage vitrée au 40e étage d'un gratte-ciel en plein centre. Ma journée commençait à 5h30 du matin et se terminait chaque fois que Julien décidait qu'il était fatigué de me tourmenter. Café, noir, 3 glaçons, pas 2, pas 4, 3, a aboyé Julien un mardi matin sans lever les yeux d'une pile de dossiers. Le dossier sur le syndicat des Dockers, a-t-il exigé le mercredi. Réservez une table au Petit Nice ce soir pour 18h et je veux la salle galerie, a-t-il ordonné le jeudi à 16h, une tâche statistiquement impossible. J'ai tout fait. J'ai utilisé le charme que j'avais perfectionné en servant à des tables pour amadouer le maître d'hôtel du Petit Nice. J'ai organisé les dossiers en codant par couleur les niveaux de menace. J'ai fait le café exactement selon ses spécifications psychopathes. J'attendais qu'il craque. Il attendait que je démissionne. Le vendredi après-midi, la dynamique a changé. Julien a émergé de son bureau, enfilant un lourd trench coat. « Prenez votre manteau, on va faire un tour. » « Je prends des notes ?» ai-je demandé, saisissant ma tablette. « Vous êtes témoin » a-t-il dit cryptiquement. Rocco nous a conduits dans la zone industrielle près du vieux port, loin des touristes. Nous nous sommes arrêtés devant un immense entrepôt qui sentait la rouille et l'eau salée. À l'intérieur, 5 hommes attendaient. Ils étaient une brute, lourdement tatoués, assis autour d'une caisse à jouer aux cartes. « Restez derrière moi » a murmuré Julien. C'était la première fois qu'il m'offrait une instruction directe qui n'était pas un ordre de récupérer quelque chose. La réunion était avec un distributeur de niveau intermédiaire nommé Mercier. Mercier détournait de l'argent. Julien le savait. Mercier savait que Julien le savait. L'air était paix de tension. « Monsieur Vin » a souri Mercier, révélant une dent en or. « À quoi devons-nous cet honneur? Et qui est la jolie petite chose? » « C'est celle qui calcule votre espérance de vie, » a dit Julien avec fluidité. « Mon audit montre qu'il vous manque 50 000 € sur la dernière livraison, Mercier. » Erreur comptable, a haussé les épaules Mercier, sa main se dirigeant vers sa ceinture. Les frais de port ont augmenté. L'inflation, vous savez. Julien s'est avancé, sa présence remplissant l'espace caverneux. « Je ne crois pas à l'inflation, Mercier. Je crois à la loyauté. » Pendant qu'il parlait, je regardais les autres hommes. Des années à travailler tard le soir au bistrot m'avaient appris à lire le langage corporel. C'était une compétence de survie. J'ai remarqué que l'homme à l'extrême gauche ne regardait pas Julien. Il regardait les chevrons au-dessus de la tête de Julien. J'ai levé les yeux. Un lourd palan à chaîne utilisé pour soulever les moteurs se balançait légèrement. La chaîne était fixée par un treuil et un homme était sur la passerelle, la main sur le levier de déverrouillage. C'était un piège. « Julien, bouge !» ai-je crié. Je n'ai pas pensé au protocole. Je n'ai pas pensé à ma description de poste. J'ai jeté tout mon poids contre Julien, le poussant fort vers la droite. Clang! Une fraction de seconde plus tard, 2 tonnes de chaînes et de crochets en acier se sont écrasés sur l'endroit exact où Julien s'était tenu. Le sol en béton a craqué sous l'impact. La poussière s'est élevée, étouffant l'air. Le silence est tombé sur l'entrepôt. Julien gisait sur le sol sale. Je me suis retrouvé étalé sur lui. Son bras s'était instinctivement enroulé autour de ma taille, me protégeant des débris. Il m'a regardé, ses yeux gris acier écarquillés de choc. Pendant un battement de cœur, nous avons juste respiré poitrine contre poitrine. Puis les coupes de feu ont commencé. Rocco a rugi, sortant ses 2 pistolets et tirant sur les hommes de Mercier. Julien a roulé, me poussant derrière une pile de caisses. « Restez au sol » a-t-il ordonné, sa voix un grognement terrifiant. Il a sorti un élégant pistolet argenté de son manteau. La transformation a été instantanée. Le PDG avait disparu.
L'aube, le vrai chef, était là. Julien s'est déplacé avec une précision létale, tirant 2 coups. 2 hommes sont tombés. C'était fini en 30 secondes. Rocco avait neutralisé la menace sur la passerelle. Mercier était à genoux, suppliant. Julien s'est levé, dépoussiérant son trench coat. Il n'a pas regardé Mercier. Il a marché vers les caisses où j'étais recroquevillé, tremblant. Il a tendu une main. J'ai regardé cette main, la main d'un tueur, puis son visage. Je l'ai prise. Il m'a relevé, mais n'a pas lâché immédiatement. Il m'a examiné, ses yeux cherchant d'éventuelles blessures. « Vous avez vu l'homme sur la passerelle ?» a dit Julien. Ce n'était pas une question. Il regardait en haut et je murmurai, ma voix tremblante. Personne ne regarde en haut pendant une conversation à moins d'attendre que quelque chose tombe. Julien m'a regardé fixement. Le mépris qui avait été dans ses yeux toute la semaine avait disparu, remplacé par une curiosité calculatrice et quelque chose d'autre. Du respect, il s'est tourné vers Rocco. « Occupe-toi de Mercier, fais un exemple. »« Oui, patron. » Julien m'a guidé vers la voiture, sa main planant près du bas de mon dos sans me toucher. « Vous m'avez sauvé la vie, » a-t-il dit alors que la voiture s'éloignait de l'entrepôt. « Vous avez sauvé la mienne dans l'allée. » ai-je riposté, fixant la fenêtre pour qu'il ne me voie pas pleurer. « Maintenant, nous sommes à égalité. »« Non, » a dit Julien doucement, l'obscurité de la voiture cachant son expression. « Nous sommes loin d'être à égalité, Marie. » Commentaire personnel de Marie. Attendez une minute, je dois faire une pause ici. Toute cette histoire, cette situation avec Julien, avec Sophie, avec ce monde qu'ils habitaient, c'était franchement complètement absurde. Je veux dire, réfléchissez-y. Un chef mafieux antique qui affirme que la petite serveuse que j'étais, avec mes soucis de loyer, est ça. Enfin, peu importe. Dans les quartiers nord où j'ai grandi, on aurait dit « il a pété un plomb, le vieux », mais peut-être que c'était justement le problème. Peut-être que c'était trop réel pour être vrai. Cette violence, cette loyauté tordue, cet argent qui coulait à flot comme l'eau du Rhône. J'avais l'impression d'avoir sauté d'un trottoir fissuré dans un rêve fiévreux et sanglant. Et Julien, sa présence, cette intensité. Je ne savais pas si je devais le haïr, le craindre ou autre chose. C'était un mélange toxique qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. Chaque fibre de mon être me criait de fuir, mais quelque chose, cette petite étincelle de témérité qui m'avait poussé dans l'allée, me retenait. Et puis il y avait cette curiosité malsaine, cette soif de comprendre comment les gens pouvaient vivre ainsi, si loin de mes propres peurs mesquines. J'étais à la fois terrifié et étrangement fasciné. Aucune idée de ce qui m'attendait. De toute façon, revenons à cette folle histoire. 2 semaines plus tard, le domaine 20 était en plein chaos. C'était la nuit du Gala céleste d'automne, l'événement caritatif le plus prestigieux de Marseille, et commodément le terrain neutre où les 5 familles se rencontraient une fois par an pour faire semblant de ne pas s'entretuer. J'étais dans la bibliothèque, tapant frénétiquement des communiqués de presse, quand Sophie a fait irruption, suivie d'une équipe de stylistes. « Debout !» a ordonné Sophie. « Je dois finir ces dossiers pour Julien. » Julien peut écrire ses propres dossiers. Ce soir, vous assistez au gala. J'ai figé. « Quoi? Non, je suis la femme de ménage, Sophie. Je ne fais pas les galas. Je n'ai pas de robe. » Sophie a claqué des doigts. Un styliste a fait rouler un portant de robe. Vous n'êtes pas la femme de ménage. Vous êtes la femme qui a sauvé la vie de l'homme. Des rumeurs circulent, ma chère. Des gens disant que Julien a une faiblesse, une nouvelle favorite. Nous devons leur montrer que vous n'êtes pas une faiblesse. Vous êtes une armure. Je n'avais pas le choix. Pendant les 3 heures suivantes, j'ai été frotté, poli et maquillé. Quand je me suis enfin regardé dans le miroir, j'ai haleté. La femme qui me regardait n'était pas la serveuse fatiguée des quartiers nord. C'était une vision. Je portais une robe longue en soie d'un rouge sang profond qui épousait mes courbes comme un feu liquide. Elle avait une fente sur la jambe gauche et un décolleté plongeant dangereusement dans le dos.
Mes cheveux châtain-miel étaient relevés en un élégant chignon, révélant la ligne élancée de mon cou. « Parfait », a murmuré Sophie, plaçant un collier ras de cou en diamant autour de mon cou. « C'était le mien quand j'avais votre âge. Portez-le comme une arme. » J'ai descendu le grand escalier à 19 heures. Julien attendait en bas, jetant un coup d'œil impatient à sa montre, dans un smoking qui lui allait comme une seconde peau. « Mère, nous allons être en... » Il s'est arrêté. Il a levé les yeux et les mots sont morts dans sa gorge. Je suis descendu, agrippant la rampe. Je me sentais ridicule, mais la réaction de Julien m'a donné un soudain élan de confiance. Il ne me regardait pas comme une employée. Il me regardait comme un homme affamé regarde un festin. Il a éclairci sa gorge, ajustant ses boutons de manchette. « Vous avez bonne mine, Miller. »« Vous n'êtes pas mal non plus, patron. » ai-je rétorqué, masquant ma nervosité. Il m'a offert son bras. « Restez près de moi ce soir. Ne parlez à personne à moins que je ne vous présente, et ne buvez rien que je ne vous ai pas remis moi-même. » « C'est une fête ou une zone de guerre? »« Dans mon monde, » a dit Julien, me menant à la limousine. « Il n'y a pas de différence. » Le gala se tenait au Palais des Beaux-Arts de Marseille. La salle était une mer de diamants, de smoking et de faux sourires. Le champagne coulait à flot et un quatuor à cordes jouait du Mozart. Mais je sentais le courant sous-jacent du danger. Des hommes acquiesçaient à Julien avec la peur dans les yeux. Des mains me regardaient avec envie. Julien gardait ma main fermement calée dans le creux de son coude. Son pouce frôlait ma peau, une caresse rythmique et inconsciente qui me coupait le souffle. « Dansez avec moi », a-t-il murmuré, me tirant sur la piste. « Je ne sais pas valser », ai-je paniqué. « Suivez mon pas, je ne vous laisserai pas tomber. » Il m'a tiré près de lui. Sa main s'est posée avec possessivité sur le bas de mon dos. Alors que nous bougions, j'ai senti une étrange électricité arquer entre nous. Pendant un instant, la mafia, le danger, l'expulsion, tout s'est estompé. Il n'y avait que la chaleur de son corps et l'intensité de son regard. « Pourquoi vous me détestez ?» ai-je demandé doucement, osant combler le fossé. Julien m'a fait tournoyer. « Je ne vous déteste pas, Marie. Je déteste le fait que j'ai besoin de vous. Je déteste que vous me fassiez voir les choses différemment. Cela me rend vulnérable. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Si quand vous avez une cible dans le dos. » La musique s'est arrêtée. Avant que je ne puisse répondre, une ombre est tombée sur nous. Julien vint. Une voix mielleuse a ricané, et avec une nouvelle chienne, je vois. Ils se sont retournés. Se tenait là un homme qui ressemblait à un requin pourrissant dans un costume sur mesure. Philippe Dubois, le chef de la famille rivale, l'homme dont les voyous avaient attaqué Sophie. La prise de Julien sur moi s'est resserrée, douloureusement. « Philippe, je vois qu'on vous a laissé sortir du chenil. » Philippe a ri, ses yeux me balayant lascivement. « Vous avez bon goût, vin, elle est fraîche. Elle me rappelle? Eh bien, elle a les mêmes yeux qu'un vieil ami à moi. Louis Miller. » Mon sang s'est glacé. « Vous connaissiez mon père. » Le sourire de Philippe s'est élargi. « Je l'ai connu, ma chère. Je le possédais. Dommage pour son accident. C'était un terrible joueur, mais un chimiste décent. Vous a-t-il jamais dit ce qu'il cuisinait vraiment dans son labo? Ce n'était pas de la méthamphétamine. » « Ferme ta gueule, Philippe. » Julien s'est interposé entre nous, sa voix basse et mortelle. « Pars maintenant. »« Ou quoi ?» a défié Philippe, s'approchant. « Vous allez me tirer dessus devant le maire? »« Je n'ai pas besoin d'une arme pour vous achever, » a murmuré Julien. Soudain, un serveur passant avec un plateau de champagne a trébuché ou a semblé trébucher. Le plateau a volé. Dans le chaos du verre brisé, j'ai vu un point laser rouge danser sur la chemise blanche de Julien, juste au-dessus de son cœur. « À terre !» Je ne l'ai pas poussé cette fois. J'ai attrapé ses revers et l'ai tiré vers le bas avec moi, alors que la fenêtre du Palais des Beaux-Arts se brisait. Crac!
Une balle de sniper a sifflé dans l'espace où la poitrine de Julien se trouvait une seconde auparavant, s'encastrant dans une peinture inestimable de la Renaissance derrière nous. Des cris ont éclaté. Le galop s'est transformé en débandade. « Rocco !» a rugi Julien, couvrant mon corps du sien sur le sol. « Sécurisez la sortie. »« Compris !» La voix de Rocco est venue par un écouteur. Julien m'a tiré sur mes pieds. « Courez maintenant !» Nous avons sprinté à travers la cuisine, évitant le personnel traiteur terrifié. Nous avons débouché dans l'allée arrière, un sentiment de déjà-vu pour moi. Mais cette fois, nous n'étions pas seuls. 3 des hommes de Philippe bloquaient la sortie de l'allée. Julien n'a pas hésité. Il m'a poussé derrière une benne à ordures. « Fermez les yeux. »« Non, » ai-je dit, saisissant une bouteille de vin jetée d'une caisse. « Je ne ferme pas les yeux. » Julien m'a regardé, robe rouge déchirée, cheveux ébouriffés, tenant une bouteille de vin comme une bagarreuse de rue. Un sourire sombre et terrifiant s'est répandu sur son visage. « Bonne fille !» a-t-il grogné. Il s'est lancé sur le premier attaquant. C'était brutal. C'était rapide. Julien se battait comme un démon, une rage déchaînée, propulsant chaque coup. Quand le deuxième homme a essayé de le flanquer, j'ai balancé la bouteille de vin de toutes mes forces, la brisant sur la tête du type. Il est tombé. Julien a achevé le troisième homme et m'a attrapé la main. Nous avons couru vers la voiture noire qui attendait, plongeant sur la banquette arrière juste au moment où des sirènes ont commencé à hurler au loin. « Roulez !» a crié Julien au chauffeur. Alors que la voiture filait, l'adrénaline a traversé mon système. J'étais essoufflé, ma poitrine haletante. J'ai regardé Julien. Il saignait d'une coupure sur sa lèvre, sa cravate défaite, ses cheveux en bataille. Il m'a regardé et l'intensité dans la voiture a explosé. « Vous n'avez pas couru, » a-t-il dit, le souffle coupé. « Je vous l'ai dit, » ai-je murmuré. « Je n'abandonne personne. » Julien m'a regardé longuement, puis il a fait quelque chose qui a tout changé. Il a tendu la main, m'a attrapé la nuque et m'a embrassé d'un baiser qui avait le goût du sang, du champagne et de la violence. Ce n'était pas un baiser doux, c'était une prise de possession. Et que Dieu me vienne en aide, je l'ai embrassé en retour. Mais alors que nous nous séparions, essoufflés, le téléphone de Julien a vibré. Il a regardé l'écran et son visage est devenu pâle. La chaleur a disparu, remplacée par le masque de l'aube. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, terrifié par le changement. « C'est un message de Philippe », a dit Julien, sa voix creuse. Il a envoyé un dossier. « Quel dossier ?» Julien m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu de la pitié dans ses yeux. « C'est une vidéo de votre père », a dit Julien doucement. « Marie, il n'est pas mort d'une overdose, et il n'est pas mort il y a 3 ans. » Mon monde s'est arrêté. « Quoi ?» Selon cette date, Julien m'a tendu le téléphone. Louis Miller est vivant et il travaille pour les Dubois. Le silence à l'arrière de la voiture blindée était plus assourdissant que les sirènes s'estompant derrière nous. J'ai fixé l'écran du téléphone, mes yeux brûlants, mais refusant de pleurer. La vidéo était granuleuse, une séquence en basse lumière, mais le visage était indéniable. Louis Miller, plus vieux, émacié, avec une barbe grise que je n'avais jamais vue. Mais c'était lui. Il était en blouse de laboratoire, mélangeant des liquides clairs dans un bécher, ses mains tremblantes. Il était mort, ai-je murmuré, ma voix se brisant. J'ai identifié le corps. J'ai vu les tatouages. Un corps peut s'acheter pour 5 000 € dans cette ville, a dit Julien, sa voix inhabituellement douce. Des victimes de brûlures, des inconnus. Philippe Dubois a beaucoup d'influence à la morgue. La voiture a viré, prenant un virage serré vers la piste d'atterrissage privée des Vins. Nous ne retournions pas au domaine. Il était compromis. « Pourquoi ?» ai-je demandé, levant les yeux vers Julien. « Pourquoi simuler sa mort? Pourquoi me laisser seul avec ses dettes? »« Parce que c'est un chimiste, Marie, un brillant, » a expliqué Julien. Il m'a pris le téléphone et a verrouillé l'écran. Dubois a inondé les rues avec une nouvelle drogue synthétique appelée brume bleue. C'est puissant, c'est bon marché et c'est très addictif. Mes renseignements disaient qu'ils avaient un cuisinier enfermé dans un sous-sol quelque part.
Je n'aurais jamais imaginé que c'était votre père. Nous sommes arrivés à une planque, un penthouse minimaliste dans un immeuble de haute sécurité en centre-ville. Rocco a sécurisé le périmètre, tandis que Julien m'a conduite à l'intérieur. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Il m'a laissé, ai-je dit, la colère bouillonnant enfin à travers le choc. Il m'a laissé nettoyer des sols et mourir de faim pendant qu'il jouait à Breaking Bad pour la mafia. Julien a marché derrière moi. Il ne m'a pas touché, mais je pouvais sentir sa chaleur. Où, a-t-il dit, il a été pris? La vidéo. Avez-vous vu ses yeux? Il avait l'air terrifié. Il ressemblait à un homme avec un pistolet sur la tempe. Il m'a fait face. Philippe a envoyé cette vidéo pour vous briser, pour vous faire douter, pour vous faire vous retourner contre moi, parce que si vous vous retournez contre moi, vous êtes une proie facile. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé. La serveuse avait disparu. À sa place se trouvait une femme qui avait goûté le sang et survécu à une attaque de sniper. Comment le récupère-t-on? Nous. Julien a haussé un sourcil. Non, je vais le récupérer. Vous resterez ici en sécurité. Comme l'enfer, ai-je claqué. C'est mon père et je suis la seule qui peut vérifier que c'est vraiment lui. Philippe veut un échange, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il a envoyé le dossier. Julien a soupiré, passant une main dans ses cheveux. Il veut du territoire. Il veut les routes maritimes et il vous veut, vous. Il pense que vous êtes ma faiblesse. Je me suis rapproché, réduisant la distance entre nous. J'ai levé la main et rajusté sa cravate de travers, mes doigts frôlant le pouls de son cou. Il battait à toute vitesse. Alors, laissez-moi être l'appât, ai-je murmuré. Absolument pas. C'est la seule façon, Julien. Vous ne pouvez pas prendre d'assaut une forteresse si vous ne savez pas où est le donjon. Laissez-moi appeler Philippe, laissez-moi organiser la rencontre. Julien m'a regardé fixement. Il a vu l'acier dans ma colonne vertébrale. Le même acier qui l'avait poussé à me confier sa mère dans cette allée. Il le détestait. Il l'admirait. Si vous faites ça, a dit Julien, sa voix rauque, il n'y a pas de retour en arrière. Vous faites partie de cette vie. Le sang, la peur, l'obscurité, ça ne s'efface jamais. Je suis né dans l'obscurité, Julien. Ai-je dit, mes yeux féroces. J'en ai juste marre d'en avoir peur. Julien a gémi et m'a tiré dans ses bras, enfouissant son visage dans mon cou. Il me tenait comme si j'étais les seules ancres dans une tempête. Bien, a-t-il soufflé contre ma peau. On joue à votre façon, mais s'il touche un seul de vos cheveux, je brûlerai toute cette ville pour vous trouver. La rencontre a été fixée à minuit au vieux chantier naval du Sud, territoire du bois. C'était un labyrinthe de conteneurs rouillés et de grues en ruine, éclairés par des projecteurs qui perçaient le brouillard. Je me tenais au centre de la clairière, le vent fouettant mon manteau autour de mes jambes. Je me sentais petite, exposée et terrifiée, mais je gardais le menton haut. Et 50 mètres, dans l'ombre d'une grue, Julien attendait avec une équipe tactique. Sophie avait insisté pour envoyer son garde personnel, Dante, un tireur d'élite qui ne ratait jamais sa cible. Ils étaient invisibles, silencieux, mortels. Mais pour le monde, j'étais seul. Une lourde porte métallique a gémi en s'ouvrant. Philippe Dubois a émergé, flanqué de 4 gardes. Il portait un costume blanc qui semblait trop clair pour la saleté du chantier de naval, et il traînait un homme derrière lui. Louis Miller. Il avait l'air pire que dans la vidéo. Son visage était tuméfié, sa jambe traînait et il était menotté. « Papa !» ai-je crié, faisant un pas en avant. « Restez en arrière, Marie !» a crié Louis, sa voix rauque. « C'est un piège. »« Cours !» Philippe a ri, pressant un pistolet sur la tempe de Louis. Réunion de famille touchante. Vraiment, j'en verse une larme. « Lâchez-le, Philippe !» ai-je crié, ma voix résonnant sur les conteneurs métalliques. « Vous me vouliez? Je suis là. Échangeons. » C'était l'offre. Philippe a ricané. « Mais en vous voyant ici,
si désespéré. Je me dis, pourquoi devrais-je échanger? Pourquoi ne pas prendre les deux? J'ai besoin d'un chimiste et j'ai besoin d'un otage pour tenir 20 en laisse. Vous avez promis, ai-je dit, faisant traîner les choses. Je devais faire reculer Philippe d'1 mètre vers la gauche, pour que Dante ait un tir clair. Je suis un criminel, ma chère. Je mens. Philippe a armé le chien du pistolet. Maintenant, venez tranquillement ou papa perd son cerveau. J'ai pris une inspiration. J'ai bougé vers la gauche, forçant Philippe à tourner. Maintenant, ai-je crié. Tip, un coup de feu silencieux a retenti. Le pistolet dans la main de Philippe a explosé, frappé par la balle de Dante. Philippe a hurlé, laissant tomber l'arme et serrant sa main. « Tuez-les !» a crié Philippe à ses gardes. Le chaos a éclaté. Des grenades fumigènes lancées par l'équipe de Julien ont sifflé, remplissant la clairière d'un épais brouillard gris. Des coups de feu ont crépité dans l'obscurité. Je n'ai pas fui. J'ai couru vers mon père. « Papa !» Je l'ai plaqué au sol juste au moment où des balles labouraient le sol où il se tenait. J'ai tâtonné avec ses menottes, sortant une épingle à cheveux de mes cheveux. « Je te sors de là. »« Marie, arrête !» a haleté Louis, toussant du sang. « Le gilet, regarde le gilet. » J'ai figé. J'ai arraché sa blouse de laboratoire sale. Attaché à la poitrine de Louis se trouvait un arrangement complexe d'explosifs C4 et de fioles de liquide bleu lumineux. Un compte à rebours s'affichait, 0,45. Il m'a piégé, a sangloté Louis. Si son moniteur cardiaque s'arrête ou si le compte à rebours atteint 0, la brume bleue se mélange à l'explosif. Ça va se transformer en gaz. Ça tuera tout le monde dans un rayon d'1,5 kilomètre. Mes mains tremblaient. Non, non, je peux réparer ça. Je peux couper le fil. Ce n'est pas un fil, Marie. Ce sont des déclencheurs chimiques. Louis m'a regardé, les larmes coulant sur son visage. J'ai fait ça. Je suis devenu cupide. Je suis devenu faible. Mais je peux te sauver. Julien a surgi de la fumée, son arme dégainée. Il a vu le gilet. Il s'est arrêté net. « Julien, aide-moi », ai-je supplié. Julien a regardé le compte à rebours. 0,30. Il a regardé les fioles. Il savait ce que c'était. Il n'y avait aucun moyen de le désarmer en 30 secondes. « Marie », a dit Louis, sa voix soudainement calme, « il faut qu'il vous sorte d'ici maintenant. »« Je ne te quitte pas. »« Tu dois. » Louis a regardé Julien. « Sortez-la. S'il vous plaît, sauvez ma fille. » Julien a rangé son arme. Il m'a attrapé par la taille. « Non, lâche-moi !» Je l'ai combattu, criant, frappant, griffant son visage. « Papa! Papa! »« Je t'aime, Marie. » Louis a souri, un sourire triste, brisé. « Va vivre ta vie. » Julien m'a emmené, me soulevant de mes pieds alors qu'il sprintait vers l'eau. Il n'a pas regardé en arrière. Il a couru avec le désespoir d'un homme fuyant la mort elle-même. Nous avons atteint le bord du quai et Julien a plongé, m'entraînant avec lui dans l'eau noire et glaciale de la Méditerranée. Boum! Le monde est devenu blanc. L'onde de choc a frappé l'eau comme un marteau, nous poussant vers le bas, vers les profondeurs. Au-dessus de nous, le ciel est devenu d'un bleu malsain et toxique alors que le feu consumait le chantier naval. Le premier signe de vie que j'ai eu, c'est la douleur. Une douleur sourde et lancinante qui semblait pulser au rythme du bip régulier d'une machine. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais mes paupières pesaient 1 tonne. L'odeur d'antiseptique et de lisse m'a agressé le nez, l'odeur d'un hôpital ou d'un funérarium. Elle se réveille. La voix était rauque, familière, et empreinte d'un épuisement qui m'a terrifié. J'ai forcé mes yeux à s'ouvrir. La dure lumière fluorescente m'a piqué, brouillant ma vision. Alors que la pièce se mettait au point, je l'ai vu. Julien. Il était assis sur une chaise à côté de mon lit, portant toujours les restes déchirés de sa chemise de ville de la nuit au dock, même si quelqu'un avait essayé de le bander. Son bras gauche était en écharpe, et une tache blanche nette de gaz couvrait sa tempe, mais ses yeux, bien qu'ils soient des tempêtes gris acier,
était fixé sur moi avec une intensité qui brûlait. « Papa » ai-je râlé. Ma gorge me semblait pleine de verre brisé. Julien n'a pas détourné le regard, mais sa mâchoire s'est serrée. Il ne m'a pas offert de faux espoirs. Il ne m'a pas traité comme une enfant. Il a tendu sa main valide et a couvert la mienne, sa prise ferme. Il n'a pas survécu, Marie. L'explosion, ça a été instantané. Il nous a sauvés. Le hurlement qui a jailli de moi n'était pas humain. C'était le son d'une âme qui se fracturait. J'ai essayé de m'asseoir, de me battre, de courir vers les docks, mais mon corps m'a trahi. Je me suis effondré sur les oreillers, sanglotant jusqu'à ce que mes côtes me fassent mal. Tout au long de cela, Julien n'est pas parti. Il n'a pas offert de platitude vide. Il s'est simplement déplacé de la chaise au bord du lit, me serrant contre sa poitrine, insouciant de ses propres blessures. Il m'a tenu pendant que je me brisais, absorbant mon chagrin dans son propre silence sombre. 2 semaines plus tard, le rétablissement était lent, mais la guerre pour Marseille n'attendait personne. La mort de Philippe Dubois avait créé un vide de pouvoir qui menaçait de plonger toute la ville dans le chaos. Les gangs de niveau inférieur, les Russes, les triades, les bandes de rue tournaient tous comme des requins, sentant le sang dans l'eau. Ils supposaient que la famille Vane était affaiblie. Ils supposaient que Julien était distrait. Ils avaient tort, et qu'ils n'avaient certainement pas tenu compte de Marie. Je me tenais devant le miroir pleine longueur de l'appartement de Julien. Les ecchymoses sur mon visage s'étaient estompées en ombre jaune, facilement cachées par le maquillage. Je ne portais plus ma veste en jean ni mon uniforme de serveuse. Sophie avait fait venir un tailleur, et aujourd'hui, je portais un costume, noir et élégant, coupé pour accentuer une sorte d'élégance létale. J'ai regardé mon reflet. La fille qui avait hésité dans l'allée avait disparu. À sa place se tenait une femme qui avait vu son père se sacrifier pour sauver la ville. Le chagrin ne m'avait pas brisé. Il m'avait forgé en quelque chose de plus dur. « Tu as l'air d'une arme », a dit Sophie depuis l'embrasure de la porte. La matriarche s'appuyait sur une canne, hochant la tête d'approbation. « Bien, car ce soir, les loups viennent dîner. »« Qu'ils viennent, » ai-je dit, ma voix froide. « J'ai faim. » La réunion a eu lieu dans la salle de conférence des vins, un espace d'acajou et d'intimidation. Les capitaines restants du monde souterrain de la ville étaient réunis. Il y avait Kovač, le chef brutal des trafiquants d'armes, O'Malley, qui dirigeait les syndicats, et une douzaine d'autres qui s'étaient auparavant inclinés devant Philippe Dubois. Julien était assis en bout de table. Il était guéri, terrifiant et silencieux. Je m'étais assise à sa droite. « Avec tout le respect que je vous dois, Vane. » Kovač a craché, se penchant en arrière dans sa chaise et allumant un cigare malgré l'interdiction de fumer. « Vous avez éliminé Dubois. Bravo. Mais cela ne fait pas de vous un empereur. Nous voulons que les routes maritimes du Sud soient partagées équitablement où nous partons. » Un murmure d'accord a parcouru la table. Il testait le terrain. Julien a ouvert la bouche pour parler, mais j'ai posé une main sur son avant-bras. C'était un geste subtil, mais il a fait taire la pièce. Je me suis levé, je n'ai pas crié, je n'ai pas claqué la table. J'ai marché lentement autour de la pièce, le claquement rythmique de mes talons sur le bois dur. Je me suis arrêté derrière Kovač. « Monsieur Kovač, ai-je dit, ma voix conversationnelle. Vous avez 3 filles, n'est-ce pas, à l'Académie Saint-Charles? » Kovač a figé. Le cigare a tremblé dans ses doigts. « Est-ce une menace? » « C'est un fait, ai-je corrigé. J'ai pris un dossier sur la table et je l'ai jeté devant lui. Tout comme c'est un fait que vous avez détourné de l'argent de la vente d'armes vers un compte offshore aux Seychelles, volant vos propres partenaires. Philippe Dubois le savait et vous faisait chanter pour cela. C'est pourquoi vous le souteniez. » La pièce est devenue silencieuse. O'Malley a regardé Kovač avec une suspicion soudaine. J'ai continué, faisant le tour de la table. « Et vous, monsieur O'Malley, vous pensez que les syndicats soutiendront d'une grève contre Vane Logistique? » Mon père était un homme qui travaillait.
Je sais comment fonctionnent les fonds de pension. Je sais aussi que vous avez emprunté dans la caisse de retraite pour payer vos dettes de jeu aux courses. Je me suis arrêté à côté de Julien, posant ma main sur le dossier de sa chaise. J'ai regardé la mer de criminels endurcis, mes yeux clairs et sans ciller. Nous ne partageons pas les routes maritimes, ai-je déclaré. Nous les unifions. 20 logistiques absorbent le territoire du bois. Vous garderez tous vos pourcentages si vous vous alignez. Si vous ne le faites pas, eh bien, j'ai des dossiers sur chacun d'entre vous. Le fisc, la police, vos femmes. Choisissez qui reçoit l'appel en premier. Kovacs a regardé Julien. Depuis quand votre secrétaire donne-t-elle les ordres, Julien? Julien s'est lentement levé. Il a dominé la table, une ombre sombre de pouvoir absolu. Il m'a regardé, et pendant une fraction de seconde, ses yeux se sont adoucis avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Elle n'est pas ma secrétaire », a grogné Julien, sa voix vibrant à travers la table. « C'est ma partenaire, et si vous lui manquez encore de respect, Kovacs, vous ne quitterez pas ce bâtiment. » Kovacs a écrasé son cigare. Il m'a regardé, vraiment regardé, et a vu l'acier derrière la beauté. Il a hoché la tête une fois. Nous acceptons les conditions. Ce soir-là, le monde souterrain m'a donné un nom. Il ne m'appelait plus la serveuse. Il m'appelait la reine de fer. C'est fou, n'est-ce pas? Une serveuse, une femme de ménage devenue la reine de fer. Est-ce que ce genre de destin peut vraiment exister, vous pensez? 6 mois plus tard, l'hiver s'était installé sur Marseille, ensevelissant la saleté de la ville sous une couche immaculée de blanc. Le vent venant de la mer Méditerranée était mordant, mais je ne sentais pas le froid. Je me tenais dans le cimetière privé à la périphérie de la ville, regardant une dalle de granit noir. Louis Miller, héros, père. J'ai placé une seule rose blanche sur la pierre saupoudrée de neige. Je l'ai faite, papa, ai-je murmuré, mon souffle s'embouannant dans l'air. La brume bleue a disparu. Nous avons démantelé le dernier laboratoire hier. Personne ne se fera plus jamais de mal avec ce poison. J'ai senti une présence derrière moi avant d'entendre les pas. C'était une attraction gravitationnelle à laquelle j'étais habitué, le sentiment que Julien était proche. « Sophie terrorise les traiteurs », a dit Julien, venant se tenir à côté de moi. Il a ouvert un grand parapluie noir me protégeant de la neige qui tombait. Elle menace de virer le chef si le bisque de homard n'est pas exactement comme elle s'en souvient de 1985. J'ai souri, un petit sourire authentique. Elle veut juste que tout soit parfait pour le bal de charité. C'est notre première apparition publique depuis la consolidation. Ce n'est pas le bal qui l'obsède, Marie. Je me suis tourné pour le regarder. Julien était magnifique dans un long manteau de laine, le col relevé contre le vent. Les cicatrices de son âme étaient toujours là, mais l'obscurité qui l'enveloppait autrefois s'était levée, remplacée par une force tranquille et inébranlable. « Alors, qu'est-ce que c'est? » ai-je demandé. Julien n'a pas répondu immédiatement. Il a regardé la pierre tombale, puis est revenu vers moi. « Je ne l'ai jamais remercié, » a dit Julien doucement. « Votre père, il m'a demandé de vous sauver. Il vous a confié à moi. Vous m'avez sauvé, ai-je répondu, tous les jours. Non. » Julien a secoué la tête, s'approchant. Il a laissé tomber le parapluie dans la neige, ignorant les flocons qui se posaient dans ses cheveux foncés. Il a pris mes 2 mains gantées dans ses mains chaudes et nues. « C'est vous qui m'avez sauvé, Marie. J'étais un fantôme hantant sa propre maison. J'étais froid, paranoïaque et vide. Vous êtes entré dans cette allée et vous vous êtes battu. Vous vous êtes battu pour ma mère. Vous vous êtes battu pour votre père. Et Dieu m'est témoin. Vous vous êtes battu pour moi alors que je ne le méritais pas. » Mon cœur battait contre mes côtes, écho du rythme de cette première nuit dans l'allée. « Julien, je ne veux plus de partenaire pour les affaires, » a dit Julien, sa voix rauque d'émotion. « Je ne veux pas juste d'une reine de fer pour régner sur la ville. Je veux la serveuse qui lance des bouteilles de vin sur les assassins. Je veux la femme qui se réveille en hurlant de cauchemar pour que je puisse être celui qui la serre dans ses bras.
Il a fouillé dans la poche de son manteau. Mon monde est toujours dangereux, a-t-il continué, ses yeux cherchant les miens. J'aurai toujours des ennemis. Je ne peux pas vous promettre un conte de fées, Marie. Il n'y aura pas de clôture blanche. Il y aura des gardes, des voitures blindées et des nuits où je rentrerai avec du sang sur les mains. Il a sorti une petite boîte en velours et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une bague qui défiait toute description. Un énorme rubis rouge sang, sombre comme un cœur arrêté, entouré d'un halo de diamants noirs. C'était gothique, royal et terrifiant de beauté. Mais je vous promets que si, a juré Julien, s'agenouillant lentement dans la neige, un roi ne s'inclinant que devant sa reine. Vous ne marcherez plus jamais seul à travers le feu. Je brûlerai le monde entier avant de laisser quiconque vous toucher. Soyez mienne, Marie. Épousez-moi. Les larmes ont piqué mes yeux, chaudes et rapides. J'ai regardé l'homme qui avait été mon ravisseur, mon patron, mon allié, et maintenant mon tout. J'ai pensé à mon ancienne vie, la peur de l'expulsion, la solitude. Cette vie me semblait un rêve que quelqu'un d'autre avait vécu. J'ai retiré mon gant avec mes dents et j'ai tendu ma main tremblante. Je ne veux pas de conte de fées, Julien, ai-je murmuré, ma voix épaisse d'émotion. Les contes de fées sont pour les enfants. Je vous veux, vous, le danger, l'obscurité et tout ce qu'il y a entre les deux. Il a glissé la bague à mon doigt. Elle s'est ajustée comme si elle avait été forgée pour ma seule main. Julien s'est levé et m'a serré dans une étreinte écrasante. Il m'a embrassé, et ce n'était pas le baiser désespéré, alimenté par l'adrénaline du chantier naval. C'était profond, possessif et plein d'une promesse qui nous survivrait. Ça avait le goût de la neige et de l'éternité. « Rentrons à la maison », a-t-il murmuré contre mes lèvres. Pas encore. J'ai reculé, une étincelle malicieuse revenant dans mes yeux, cette étincelle qui avait d'abord attiré son attention. J'ai une condition. Julien a haussé un sourcil, un sourire moqueur tirant sur ses lèvres. Négociatrice jusqu'au bout, Madame Vin. Dites-moi. Sophie ne choisit pas le gâteau de mariage. Je veux du red velvet. Julien a ri, un son riche et profond qui a brisé le silence du cimetière. Il m'a soulevé dans ses bras, me portant à la manière d'une mariée à travers la neige vers le convoi de SUV noirs qui attendait. « C'est fait, a-t-il dit. Le monde est à vous, Piccolola. Je ne fais qu'y vivre. » J'ai posé ma tête sur son épaule, regardant la neige tomber sur la tombe de mon père une dernière fois. Je n'étais plus la pauvre fille. Je n'étais plus seulement une survivante. Alors que Rocco ouvrait la porte de la voiture blindée et que les moteurs du convoi rugissaient, Mary Miller savait exactement qui elle était. Elle était la reine de Marseille. Et aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas. Parfois, je me dis que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, de me retrouver plongé dans ce tourbillon. D'autres fois, je me demande si je n'ai pas commis une erreur irréversible. C'est probablement les deux. La vie, c'est ça, non? Rien n'est simple, rien n'est parfait. Mais c'est ma vie avec toutes ses nuances, ses dangers et ses moments inattendus. Et je la construis jour après jour. C'est tout ce que je peux faire.